Donc, on amorce la deuxième partie, si je veux dire, de notre colloque sur un sujet qui se veut être vraiment complémentaire de ce qu'on a vu ce matin, même si ça peut vous sembler potentiellement très éloigné, mais je pense que fondamentalement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on raisonne nouvelles technologies qu'il ne faut pas raisonner projet social et que l'enjeu, évidemment, c'est d'articuler les deux, bien évidemment. Donc, on a eu ce matin un focus techno très approfondi, enfin, sur lequel on est rentré quand même, je pense, sur des perspectives, justement, sur l'intelligence artificielle qui étaient intéressantes. Maintenant, on va faire la même chose. Hop là, on va faire la même chose côté projet social. Et en faisant le zoom plus particulièrement sur donc le projet collectif. Habiter ensemble, qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'où est-ce que voulons-nous le pousser? Quelles sont aujourd'hui, quelque part, les politiques nationales qui incitent à une réflexion sur ce thème de l'habitat partagé? Pour démarrer, donc, on a choisi de vous parler d'un document assez récent que probablement certains d'entre vous ont déjà reçu et lu, d'autres peut-être pas. Je pense que ça vaut le coup qu'on ait ce cadre commun, donc qui a été proposé par la CNSA sur l'habitat dit inclusif, avec derrière des financements dans le fonctionnement, j'insiste sur le mot fonctionnement, de l'habitat inclusif, puisque c'est quand même un positionnement voilà, qui est particulier. Donc c'est Nourdine Guerfi du département de l'Isère qui va nous en parler. Merci Nourdine. Sachant que dans une deuxième partie, donc après au niveau de la table ronde, on va parler plus particulièrement des projets d'habitat sur les territoires, participatif, inclusif ou non, à la limite, justement, on tâchera d'avoir une approche élargie avant de revenir un petit peu plus précisément sur, comme je le disais initialement, qu'est-ce qui fait ou quels sont les facteurs de succès d'un habitat participatif coélaboré finalement par les propriétaires ou les locataires avec une dynamique commune. On démarre par le cadre national. Merci Nourdine. En fait, il y a deux mises en lumière. Je vais vous parler de la notion d'habitat inclusif et l'aide à la vie partagée, qui est une nouvelle prestation que le département va mettre en œuvre en 2022. Pourquoi cette distinction? Parce qu'un logement, un groupement de logements peut être qualifié d'habitat inclusif sans pour autant percevoir le financement ni du forfait habitat inclusif, ni de l'aide à la vie partagée. Aide à la vie partagée qui, en 2022, année de transition, va remplacer le forfait inclusif qui était jusqu'à présent géré par l'ARS. Donc, la notion d'habitat inclusif. Donc, pour définir ce que c'est que l'habitat inclusif, je vous propose de partir de deux définitions. Une qui est extraite du rapport PIFTO, que tout le monde connaît, et puis une qui est issue du Code de l'action sociale et des familles. Et donc, effectivement, on retrouve vraiment, pourquoi ces deux définitions? Parce qu'on retrouve vraiment toutes les caractéristiques, toutes les composantes de l'habitat inclusif. Donc, dans le cadre du rapport PIFTO, on peut considérer que l'habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Donc là, tous les mots ont leur importance, on le verra tout à l'heure. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre de vivre chez soi sans être seul, donc la lutte contre l'isolement. Comment? En organisant dans des logements ordinaires aménagés à cette fin, qui sont regroupés en petites unités en unités de petite taille, pardon. Donc on est sur des habitats de 5 à 15 occupants, 15 logements plutôt, on va dire. Et donc, ça permet d'organiser une solidarité. Et ensuite, ces unités de petite taille sont sécurisées en service et ouvertes sur l'extérieur, qui est un élément très important, une des composantes très importantes de l'habitat inclusif. Puis ensuite, si on se fonde sur le Code d'action sociale et des familles, là, on précise un peu plus les choses. Il est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix. Donc, le libre choix est une composante très, très importante, on le verra tout à l'heure, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitat regroupé. Donc, on retrouve la caractéristique du regroupement entre elles ou avec d'autres personnes. Donc, on peut considérer que on peut avoir un habitat regroupé entre personnes âgées, entre personnes en situation de handicap, ou mixer les deux, voire des habitats qui incluent d'autres catégories de personnes, l'intergénérationnalité, des choses comme ça. Et donc, ce mode d'habitat, et là, c'est vraiment très important, notamment pour l'aide à la vie partagée, dont on parlera tout à l'heure, il est assorti d'un projet de vie social et partagé. Alors, je vous avouerai qu'au départ, dans ma présentation, j'avais prévu de faire, à la suite de ces deux définitions, un nuage de mots avec ces mots-clés. Et puis, en discutant avec une consultante qui intervient actuellement d'un gros cabinet conseil, qui intervient dans le département de l'Isère,
j'ai cru comprendre que les nuages de mots, c'était un peu has-been, c'était un peu dépassé. Donc, ce qui se passe, c'est que dans un colloque où j'intervenais, où l'innovation avait toute son importance, et c'était le thème, je suis revenu à une présentation un peu plus classique. Donc, qu'est-ce que l'habitat inclusif? Donc, c'est un lieu de vie ordinaire, donc qui est composé, qui se situe soit dans le parc social, soit dans le parc privé. De ce fait, les habitants sont soit propriétaires, soit locataires, soit colocataires. On peut avoir des logements qui sont meublés ou non. Et bien évidemment, comme on est dans un lieu de vie ordinaire, chacun chez soi, on a des espaces privatifs pour une vie individuelle et donc ces espaces doivent garantir l'intimité de la personne. Ensuite, on est dans le cadre d'un habitat qui est fondé sur le libre choix, donc c'est une composante très importante. Les personnes, les occupants ont fait le choix d'y habiter. Il n'y a pas de critères requis pour être occupant d'un habitat inclusif. Donc, il n'y a pas de conditions de ressources. Il n'y a pas de niveau de dépendance qui sont requis. Donc, le girage de 1 à 6, donc il n'y a pas de niveau requis. Et il n'y a pas d'orientation. On n'est pas orienté notamment par la MDPH suite à une décision de la Commission des droits. Donc, la liberté, elle se situe aussi au niveau de l'absence de ces critères. La liberté aussi, on est libre, les occupants sont libres de participer ou pas aux activités qui sont mises en place dans le cadre du projet de vie sociale dont on parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, ce sont des personnes qui vivent à domicile et elles peuvent être accompagnées dans leur vie de tous les jours. Donc cet accompagnement individuel, elles ont le choix aussi des services dans le cadre de cet accompagnement individuel. La troisième grosse composante de l'habitat inclusif, c'est que c'est un habitat qui est inséré dans la vie locale. Donc l'environnement est très important et on parle d'environnement facilitateur. Et cet environnement doit permettre la participation sociale et citoyenne des habitants. Donc concrètement, c'est un logement, un habitat, c'est un logement ou un groupe de logements qui se situe à proximité de services, donc des services publics, des transports, des commerces, des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. C'est un habitat évidemment partagé, donc on partage un lieu de vie au sens large, on partage un projet de vie social qu'on a co-construit, donc les habitants participent avec le porteur de projet à la construction, donc les habitants adhèrent à ce projet de vie, ils partagent également des espaces communs qu'ils sont libres d'occuper ou pas pour la réalisation, bien évidemment, des activités qui sont prévues dans le projet de vie social et partagé. Et donc, enfin, c'est un habitat accompagné. Et là, il y a un double accompagnement. Un accompagnement individuel pour la réalisation des activités de la vie quotidienne. Donc là, c'est une possibilité, ce n'est pas une spécificité bien évidemment de l'habitat inclusif. Les personnes, en fonction de leur degré de dépendance ou en fonction de leur handicap, peuvent avoir besoin effectivement d'un plan d'aide ou d'un plan de compensation de leur handicap. Et donc, à ce sujet-là, elles peuvent percevoir l'APA ou la PCH. Et donc, avec l'intervention de services sociaux et médico-sociaux attachés à ce plan d'aide, à ces plans d'aide. Et donc, ces prestations individuelles, cet accompagnement individuel, il peut être mutualisé. C'est une possibilité de manière partielle ou totale. On sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de prestations dans le cadre des plans d'aide qui ne sont pas mutualisables. Donc, et puis ensuite, bien évidemment, que cette mutualisation, elle doit être choisie par ceux qui en bénéficient. Et là, on touche sur le deuxième accompagnement à la grosse spécificité de l'habitat inclusif. Donc, l'accompagnement, il est aussi collectif. Il est pour tous les habitants, pour la vie sociale et partagée. Et donc, c'est la mise en œuvre des activités qui sont inscrites dans le projet de vie sociale et partagé. Et donc, c'est notamment l'intervention d'un animateur, coordinateur, régulateur, intervention qui est financée soit par le forfait habitat inclusif, soit par l'aide à la vie partagée. Donc, le projet de vie sociale et partagé, qui est la composante, j'ai envie de dire, pratiquement essentielle de l'habitat inclusif, il est élaboré bien évidemment avec les habitants, avec l'appui du porteur de projet. Ses objectifs sont de favoriser le vivre ensemble pour lutter contre l'isolement, contre le risque d'isolement des habitants. Il est là pour développer la vie collective au sein de l'habitat.
Et il est aussi là pour permettre aux habitants de s'insérer dans la vie locale. Donc, l'habitat inclusif, son ouverture est une composante également essentielle. Ouverture à l'extérieur. On sait que, par exemple, les locaux communs peuvent aussi, ne sont pas peuvent ne pas être exclusivement utilisés dans le cadre du projet de vie sociale. Ils peuvent servir à d'autres dans la cité, dans la vie, dans la commune, pour que justement l'habitat soit ouvert à l'extérieur. Et c'est évidemment un habitat qui est ouvert vers l'extérieur également, d'où la nécessité d'avoir une proximité de service. Donc, le projet de vie sociale est partagé, il se formalise dans une charte. Et bien évidemment, comme on est ouvert, cette charte peut être signée par d'autres parties prenantes que les habitants de l'habitat inclusif. Et ce projet, il propose la mise en place d'activités destinées à l'ensemble des habitants. Et on retrouve la dimension liberté de choix. Donc, on n'est pas obligé, l'habitant n'est pas obligé de participer. Et donc, on est dans le cadre d'activités conviviales, sportives, ludiques, culturelles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a quand même une dimension prévention de la perte d'autonomie également. Donc, ces activités, elles ont quand même aussi cette finalité-là. Donc, on voit que l'habitat inclusif, ça impose la géométrie variable où il y a 3 briques essentielles, on en a parlé. Donc, la première brique, c'est on se loge dans un domicile ordinaire. Donc, on est soit propriétaire, soit locataire, soit le colocataire. On peut disposer pour financer son logement d'une APL. Donc, la deuxième brique, c'est on peut être aussi accompagné individuellement si sa situation personnelle fait qu'on a besoin d'un plan d'aide ou un plan de compensation. Et accompagnement individuel qui peut être mutualisé, mais c'est pas, voilà, c'est une possibilité et c'est la volonté des personnes qui en bénéficient. On ne leur impose pas. Et bien évidemment, par contre, la plus grosse des composantes, c'est le projet de vie sociale et partagée qui peut être financé soit par le forfait habitat inclusif, soit par l'aide à la vie partagée. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est une construction qui s'insère dans un territoire et bien évidemment, avec tous les partenaires de ce territoire et en fonction des spécificités locales, il y a d'autres briques à construire avec d'autres. Qui peut porter un projet d'habitat inclusif? Donc, c'est obligatoirement une personne morale. On la nomme la personne porteuse du projet partagé, donc la personne 3P, et ça peut être une association, un bailleur social, une personne morale de droit privé, une caisse de retraite, un organisme de foncier solidaire, une mutuelle ou une collectivité territoriale. Et sa mission, c'est d'organiser l'habitat, c'est d'élaborer avec les habitants le projet de vie sociale et de le mettre en œuvre. C'est d'animer et de réguler la vie quotidienne à l'intérieur de l'habitat comme à l'extérieur d'ailleurs, et d'organiser les partenariats et de s'assurer de l'adaptation des logements. Et là, c'est peut-être un pont avec ce dont on parlait tout à l'heure sur toutes les innovations, l'intelligence artificielle, la domotique, etc., etc. Alors, un projet d'habitat partagé, ça s'inscrit dans la durée. Donc, à travers ce slide, j'ai voulu vous matérialiser alors, c'est mon interprétation, les 4 étapes. Peut-être qu'on en discutera dans la table ronde qui suit, on en discutera plus particulièrement, avec notamment ma collègue de la cellule conseil et logement du département de l'Isère. Donc, on a 4 étapes qui sont plus ou moins longues en fonction des projets, des porteurs de projets, etc., de la complexité de l'opération. Donc, on a une première étape qui est une étape d'étude d'opportunité qui doit déterminer si effectivement il est opportun de partir sur un projet d'habitat partagé. Si c'est le cas, on a une étape le montage du projet qui est l'étape la plus importante, on verra juste après, pour qu'ensuite on part soit sur une construction, soit sur une réhabilitation. Ça, c'est en fonction du bâti que l'on a ou pas de bâti, du terrain sans bâti ou du bâti que l'on a. Et puis ensuite, on va ouvrir l'habitat et c'est la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée. Donc, on part d'un projet immobilier vers un projet de vie. Et on s'aperçoit que, effectivement, toutes les étapes clés de l'habitat. Ah, il faut que j'accélère? Non. Ah, on n'entend pas, excusez-moi. Donc, on s'aperçoit que toutes les étapes clés de l'habitat, d'un projet d'habitat inclusif, on les retrouve dès le départ. Et c'est une des conditions de réussite d'un projet, justement. Donc, identifier les besoins sur un territoire, ça se joue au niveau de l'étude d'opportunité, ce qui va aussi effectivement faire en sorte que
que l'on part sur un tel projet ou qu'on se dirige vers un autre type d'habitat, un établissement, voilà. Ensuite, lors de le montage du projet, donc une des étapes clés, c'est effectivement d'identifier les futurs habitants, le porteur de projet ou le porteur de projet immobilier, et j'ai envie de dire le porteur de projet, la personne 3P également, identifier les partenaires locaux, identifier une situation, localiser géographiquement. On a vu que la situation géographique de l'habitat inclusif était une composante importante. Donc, ça manque un peu dans ce slide-là, je vais m'en apercevoir, mais le choix de la localisation de l'habitat se joue à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi toute une période de communication, de présenter le projet au pouvoir public, ce qui est important. Et c'est ce qui va ensuite déterminer l'étape d'après, parce que c'est en fonction de tout ça que on va construire ou réhabiliter un logement ou un ensemble de logements. Et d'ailleurs, entre parenthèses, lors de la période de construction, de réhabilitation, toutes les étapes en amont vont justement influencer la construction ou le logement lui-même. Et puis ensuite, on a l'ouverture de l'habitat. Et là, en fait, c'est là que la mise en place de l'AVP intervient. Donc, on est vraiment en bout de chaîne. Et donc, cet AVP qui est là pour mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagé à la fin du projet, immobilier, mais au début du projet de vie. Et donc, cette petite dernière vignette, slide pour vous présenter l'écosystème et les ressources locales. Voilà, c'est une illustration du fait que, en fait, voilà, il y a l'habitat, il y a le porteur de projet, il y a les habitants, il y a le projet de vie sociale et partagé. On a animateur, régulateur, coordonnateur qui est là pour faire vivre le projet vie sociale et partagé. Mais autour, on a tous les services de proximité. Donc, on avait dit que l'insertion dans la vie locale est importante. Donc, l'ouverture à l'extérieur et vers l'extérieur est importante. Donc, on a des commerces, des transports, etc. Je vais aller vite parce que je crois que je suis en train de dépasser. Donc, voilà. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce slide qui est très intéressante. Donc, pour aller vite sur l'aide à la vie partagée. Donc, c'est un droit individuel pour toutes les personnes qui font le choix de vivre dans un habitat inclusif. Bien évidemment, assorti d'un projet de vie sociale et partagé. Sans ce projet de vie sociale et partagé, il n'y a pas d'AVP. Donc, c'est destiné à remplacer l'actuel forfait habitat inclusif qui est géré par l'ARS. Le département s'est engagé en 2022 à déployer cette nouvelle aide. L'année 2022, c'est une année de transition. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la coexistence, j'ai envie de dire, des deux financements. Un habitat inclusif ne peut pas cumuler les deux. On a des projets qui sont actuellement financés par le forfait habitat inclusif. Ça va perdurer pour l'année 2022. Ces projets ont vocation à être récupérés par le département et être financés via l'AVP à condition qu'ils respectent les critères d'éligibilité, bien évidemment. Et on a demandé à l'ARS de lancer un appel à candidature transitoire pour des projets qui arriveraient, qui seraient mis en œuvre avant le 30 juin, parce que nous, on ne sera pas prêt avant le 30 juin. Et pour pas qu'il y ait une rupture de financement, on a demandé à l'ARS de lancer un appel à candidature transitoire, et nous, on en lancera un pour les projets qui seraient mis en œuvre à partir du 1er juin, et pour 7 ans, pour qu'ils puissent bénéficier du financement sur 7 ans de 80% de la CNSA. Donc, les bénéficiaires, bon, c'est des personnes en situation de handicap. Pour les personnes âgées, il y a une condition d'âge qu'on n'avait pas dans l'habitat inclusif tout à l'heure. C'est pour ça qu'un habitat inclusif, une personne ne peut ne pas bénéficier de cette aide si elle n'a pas plus de 65 ans. Donc, il n'y a pas de condition de ressources. Les montants, ça va de 5 000 à 10 000 euros. Avec une AVP socle à 5 000 euros, une AVP médiane à 7 500 et une AVP intensive à 10 000 euros par habitant et par an. En fait, le niveau s'évalue en fonction de l'intensité du projet de vie sociale et partagé. Et donc, on est dans le cadre d'une aide indirecte qui est versée par le département de l'Isère, mais pas à la personne, au porteur de projet sur la base d'un conventionnement. Et c'est pour quoi faire? C'est pour financer donc la mise en œuvre, le projet de vie sociale et partagé, et notamment ces 5 fonctions. Et c'est au regard de ces 5 fonctions et de l'intensité du projet qu'on déterminera le niveau d'AVP. Donc les 5 fonctions, c'est l'animation du projet de vie sociale et partagé, c'est la participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté, du pouvoir agir, c'est la facilitation des liens, etc., la coordination des intervenants permanents et ponctuels, hors coordination médico-sociale. Et c'est aussi une des fonctions que l'on finance, c'est l'interface technique et logistique avec le propriétaire. Et donc, c'est essentiellement, on vient financer essentiellement l'intervention d'un professionnel
chargé de l'animation, de la coordination et de la régulation. Voilà. Merci. Et puis désolé d'avoir dépassé un peu. Merci Nourdine, merci.